Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche malgré la situation explosive qu'on est en train de vivre. Bien sûr, vous avez vu le bain de sang sur les cryptos. Certaines cryptos se sont effondrées, ont perdu 50% et plus de leur valeur. Mais surtout, le plus grave pour nous et ce qui nous préoccupe tous, c'est ce risque de troisième guerre mondiale. Et on n'en est pas loin. On vit actuellement une situation explosive sur un plan géopolitique. L'Iran qui envoie des centaines de drones sur Israël, suite à l'attaque par Israël d'une enceinte iranienne en Syrie. D'accord. Ils ont tué plusieurs officiers iraniens. Les États-Unis qui cherchent clairement à freiner l'escalade pour des raisons précises. Si on a un vrai conflit, et on en a déjà eu dans cette région, hein. Rappelez-vous la guerre Iran-Irak qui a duré très 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 longtemps. Si on a un conflit, on risque de se retrouver avec des prix du pétrole en hausse et une situation hors de contrôle. Pourquoi? Parce que la donne a complètement changé. L'Irak avait été attaqué très rapidement et effectivement, les gens étaient contre le régime de Saddam Hussein et finalement l'Irak a été renversé très très rapidement. Mais c'était un Irak qui était affaibli, hein. Saddam Hussein et l'Irak sortaient d'une très longue guerre avec l'Iran et ils ont été défaits très rapidement. On parle bien évidemment de la fragilité au sein de l'Iran, c'est-à-dire le régime actuel qui est remis en question, etc. Mais il faut vraiment comprendre que ça s'inscrit dans un cadre qui est beaucoup plus profond que ce que l'on avait eu précédemment. Pourquoi? On a aujourd'hui une guerre entre la Russie et l'Ukraine. On sait que l'Iran est l'allié de la Russie, mais que la Chine est également l'allié de la Russie et de l'Iran. Et on a également vu, et c'est là où c'est très très important de comprendre qu'on est en train de vivre une situation inédite. L'Irak était seul, hein. Quand, par exemple, il y a eu l'attaque sur l'Irak, tout le monde s'en foutait de l'Irak et tout le monde était contre l'Irak, hein. Il faut bien le comprendre, hein. Et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. La situation économique, géopolitique n'a rien à voir avec ce qu'on avait vécu précédemment. Aujourd'hui, on a deux grands blocs. On a les pays occidentaux, les pays du G7, les anciennes puissances économiques. Et je dis bien les anciennes puissances économiques parce qu'aujourd'hui, elles vont se faire dépasser par les nouvelles puissances économiques que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et on parle aujourd'hui de l'Arabie Saoudite qui fait partie des BRICS, les Émirats, etc. On a de nouveaux pays, l'Argentine également. Donc, on a les nouveaux, les nouvelles puissances, d'accord, versus les anciennes puissances. Et on voit bien que les nouvelles puissances sont presque toutes solidaires, hormis l'Inde. Mais l'Inde cherche à ménager. Mais le Brésil, la Russie, la Chine, l'Iran sont presque sur la même longueur d'onde. Donc, vous avez les pays du Sud qui sont contre la politique américaine, occidentale. Allez en Afrique aujourd'hui, regardez ce qui se passe. D'accord. On a clairement un rejet des anciennes puissances économiques occidentales, etc. Et c'est pour ça que pour les Russes, c'est très très simple, très facile aujourd'hui de prospérer en Afrique. Et donc, on est dans une phase historique sur un plan économique, sur un plan politique, sur un plan géopolitique. On est vraiment à un tournant historique. Et cette attaque iranienne contre Israël, je pense que les Iraniens n'auraient jamais osé le faire auparavant. Et aujourd'hui, ils l'ont fait parce que derrière, ils savent que les choses sont compliquées et que même les États-Unis ne veulent pas d'une guerre. Ils n'ont pas intérêt à une guerre. Maintenant, encore une fois, il y a des intérêts politiques et il y a les intérêts. C'est la raison pour laquelle ce qui est en train de se passer est extrêmement important pour les prochaines années, les prochaines décennies, pour également l'avenir de l'humanité. Donc, impact économique évident, hausse du prix du pétrole. Si le conflit s'intensifie, continue, on est dans une région où il y a plein de pétrole et on peut s'attendre à une hausse significative des prix du pétrole sur les marchés mondiaux.
Ralentissement économique, bien évidemment. C'est-à-dire que l'escalade militaire, ça va créer une zizanie au niveau mondial. Et enfin, les marchés financiers qui seront encore plus volatiles qu'aujourd'hui. Impact sur les crypto-monnaies. Alors là, c'est ça ce qui est intéressant. C'est que le Bitcoin et notamment les cryptos sont censés être des valeurs refuges, notamment contre l'inflation. Or, on a eu une forte baisse. Moi, encore une fois, mon avis, il est très simple. C'est qu'il ne faut pas considérer les cryptos comme nécessairement une valeur refuge, mais comme un actif ou des actifs qui ont leur propre vie. Par exemple, et on va revenir rapidement sur les principales cryptos. Ici, alors je vais prendre ici un graphique daily. Ici, vous voyez qu'on a une très très belle tendance haussière, on a des divergences, on a clairement un beau retournement de tendance, Cardano qui perd 50% depuis ses plus hauts, c'est pas rien, et qui les perd en quelque chose comme 30 jours, d'accord? Donc on a une forte baisse, mais clairement on a un côté technique, il faut bien le comprendre. Le Bitcoin pour le moment, je ne vais pas dire que c'est catastrophique, vous voyez, on est sur des moyennes mobiles, 50 jours, d'accord? On stabilise, mais là, on voit bien qu'il y a une grosse zone de support au niveau des 61 000. D'accord? Donc, on va voir comment ça va se comporter. Là, on a eu cette baisse durant ces 2 derniers jours. Une assez forte baisse du Bitcoin, 15%, hein. Et là, en fait, vraiment, il faut étudier le Bitcoin autour de ces niveaux. Bon, on a Dogecoin qui baisse, on a Shiba XRP. Beaucoup de gens suivent le XRP qui, franchement, et ça, je l'avais dit quand même auparavant, n'est pas très, très positif. L'Ethereum qui baisse quand même pas mal, hein. Vous voyez qu'il baisse plus que le Bitcoin, qui perd 31% depuis ses plus hauts. Alors, on est toujours, honnêtement, dans une tendance haussière, hein, pour moi, mais on n'a pas encore cassé les précédents points hauts, contrairement au Bitcoin, hein. Le Bitcoin est vraiment plus costaud que l'Ethereum. Et là, on consolide. Pour moi, ce n'est pas encore un marché correctif, mais je pense qu'il faudra surtout étudier la réaction des marchés après le halving. Donc, effondrement des altcoins, Solana, Cardano, etc. Rebond du Bitcoin aujourd'hui, mais est-ce que ça va durer? On n'en sait rien. Alors, perspective pour le Bitcoin et pour les crypto-monnaies, moi, encore une fois, je vous dis, moi, je les étudie comme des actifs. C'est-à-dire, je ne suis pas en mode, oui, ça ne peut que monter. Et ça, je vous l'ai raconté, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire quand il y a des tendances haussières, par exemple, moi je suis haussier depuis octobre de l'année dernière, je trouvais que c'était hyper intéressant. D'ailleurs, Coinbase, j'en ai parlé publiquement sur ma chaîne YouTube. Ici, par là, c'était top. D'accord? Pour moi, c'était top. Et le Bitcoin, et vous voyez, on a eu vraiment un gros mouvement qui a démarré par là, hein. Quand on prend par exemple le Bitcoin, octobre, vous voyez, c'est ici. C'est là où le mouvement haussier a vraiment démarré et on a eu une superbe hausse. Je suis toujours haussier à moyen terme, c'est-à-dire tant qu'on ne casse pas ces supports, par exemple le niveau des 51 000, pour moi, ce n'est pas méchant. On peut avoir une correction, puis une hausse, d'accord? Mais malgré tout, je pense que le halving va être hyper intéressant et il faut bien noter la psychologie, hein. Récemment, beaucoup de gens disaient ça ne peut que monter, avec le halving, ça va exploser. On a plein d'influenceurs sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui étaient hyper à fond sur les cryptos, d'accord? Donc, c'est toujours la même chose, hein, et c'est ce que je vous ai dit. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous avez la foule, vous avez ces comportements moutonniers, et puis à un certain moment, vous avez ces phénomènes de panique. Donc, je le dis, je le répète, le Bitcoin n'est pas encore vendeur. Maintenant, ça peut aller très, très vite et on a des cryptos qui sont déjà dans une situation, par exemple, Cardano, vous avez déjà des cryptos qui baissent pas mal. Binance tient bien, par contre. Donc, voilà, moi, je reviens sur cette idée selon laquelle les cryptos sont une valeur refuge et une protection contre l'inflation. Je suis d'accord, notamment sur le Bitcoin, hein. Bitcoin essentiellement. Euh, L'investissement, hein, de toutes les manières, sera une protection contre l'inflation. Et la grande question qui se pose, c'est si l'inflation dérape, et elle peut déraper, et Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, l'a dit, il a dit la chose suivante, il a dit,
on est dans une situation où les taux d'intérêt peuvent atteindre les 8%. Et vous imaginez les 8% aux États-Unis. Donc, selon lui, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Ça veut dire que l'inflation risque de grimper. Et les raisons sont connues. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Alors, bien sûr, le gros avantage actuel pour le Bitcoin, c'est l'adoption institutionnelle. Alors, on a de plus en plus d'institutionnels qui adoptent les crypto-monnaies. Ça pourrait renforcer le statut de valeur refuge à long terme, mais à court terme, on a des mouvements spéculatifs. Alors, conclusion, on a une escalade militaire, d'accord? On ne sait pas comment les choses vont s'arrêter, puisque, bon, il y a bien évidemment l'Iran, mais il y a également les proxys de l'Iran, il y a également l'Iran qui n'est plus aujourd'hui seul, parce que l'Iran, c'est l'allié de la Russie, c'est l'allié de l'Iran, la Chine, bon, mais la Chine est également proche de l'Iran, elle a des relations étroites avec l'Iran, et il y a également ce ras-le-bol de la puissance américaine qui a imposé ses lois, qui a fait ce qu'elle voulait pendant des années, des années, des années, et aujourd'hui, on sent que dans le monde entier, il y a vraiment une baisse du prestige des États-Unis. Et l'Europe, bon, qui suit les États-Unis, qui n'a pas trop le choix, mais qui est aujourd'hui en position de faiblesse. L'Allemagne, l'économie allemande qui est en difficulté, la Chine qui monte en puissance. Donc aujourd'hui, nouvelle donne géopolitique, l'inflation, elle risque de revenir, escalade militaire, et pour nous, clairement, il va falloir être sur un plan investissement, puisque c'est le but de cette chaîne, beaucoup plus stratège qu'auparavant. Moi, c'est ça ce que j'explique. Beaucoup de gens me disent, Tammy, tu exagères, la bourse va monter indéfiniment. Peut-être, peut-être pas. Et mon raisonnement, il est le suivant. C'est préparez-vous au pire et ça va vous permettre d'apprécier quand les conditions seront optimales. Mais si vous êtes en mode euh, bisounours, naïf, vous allez le payer au prix fort. Et en bourse, le prix fort, ça veut dire perdre gros. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on est au début de quelque chose de beaucoup plus grave? Est-ce que les choses vont se calmer rapidement? Moi, mon avis, c'est que c'est possible de régler les choses assez rapidement, mais il y a aujourd'hui un rapport de force. C'est-à-dire, on est dans une nouvelle guerre froide, on est dans un nouveau rapport de force. Je pense que celui qui a vraiment démarré et lancé les hostilités, c'est Poutine. Parce qu'une fois que Poutine a lancé son offensive, et encore, je pense que la Russie se retient parce que, mais ils savent qu'également il y a les États-Unis en face et tout. Euh, mais les choses sont très, 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 très complexes. Et pour le moment, bizarrement, miraculeusement, ça tient, d'accord? Parce qu'on aurait pu s'attendre à, surtout que la Russie a quand même un gros arsenal militaire, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus dramatique. Moi, je trouve que les choses, pour le moment, même si voilà, il y a énormément de victimes, tiennent, mais jusqu'à quand? Et à un certain moment, est-ce que les choses vont dégénérer? Quand Macron parle de il faut se préparer à une guerre, c'est grave. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas forcément pro-Macron. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent aujourd'hui, mais il a été très incohérent, je suis d'accord. Mais ça reste le président de la France, ça reste le président d'une puissance militaire, économique. Et quand ce président explique que il va peut-être falloir se préparer à une guerre, attention, attention les amis. Donc on est vraiment rentré dans un no man's land. Et voilà, moi j'espère, encore une fois, que les choses vont se régler, mais bon, malheureusement, les choses ont très, 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 très mal démarré. À très bientôt les amis. Ciao.